Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de redéballage de boîtes. Aujourd'hui, la Pal Carcosa, le 6e et dernier pack de la campagne La Route de Carcosa. La première carte gardien, c'est Indigestion de plomb. C'est un événement de niveau 2 qui coûte 0, très tactique, rapide à jouer quand vous activez la capacité combattre d'un soutien arme à feu. Vous avez le droit de dépenser X munitions supplémentaires de ce soutien. Quand vous révélez des pions KO pour cette attaque, révélez X pions KO supplémentaires, choisissez-en un à résoudre et ignorez les autres. Alors, une autre carte intéressante quand on joue les armes à feu, enfin plutôt qui n'est intéressante que si on joue des armes à feu, ça nécessite de dépenser, vous dépensez X munitions supplémentaires pour piocher X jetons du KO supplémentaire et résoudre un seul. Alors évidemment, le premier intérêt c'est d'éviter l'échec automatique. Si vous êtes dans une situation où le seul jeton qui vous fait rater, c'est l'échec automatique, vous dépensez une seule munition et pire des cas, vous avez échec automatique et autre chose. L'autre chose vous fait pas rater votre test, c'est bon. Quand vous jouez à des modes de difficulté élevés, si vous avez des modificateurs qui vont de 0 ou éventuellement plus 1 avec le signe des anciens à moins 6 et qu'ensuite vous avez un moins 8, peut-être que ce qui vous pose problème c'est uniquement le moins 8 et l'échec automatique. Bon dans ce cas vous dépensez 2 munitions supplémentaires, pire des scénarios vous piochez moins 6, moins 8 échec automatique, vous résolvez le moins 6 et c'est bon. Donc l'effet va être assez intéressant à condition d'avoir beaucoup de munitions. Par contre très clairement ça peut faire la différence entre la victoire ou la défaite. Vous êtes à la dernière action de votre tour, vous devez achever un ennemi, ou alors vous êtes bien amoché, l'ennemi à riposte. Voilà, enfin vous avez un test de combat que vous ne voulez pas rater. L'indigestion de plomb peut être utile. Et vous sauvez la partie, voire la campagne. Alors, évidemment, on va pas faire ça pour n'importe quelle attaque. Donc on va faire ça plutôt pour une attaque avec une arme puissante. Et si sur l'arme, il y a beaucoup de munitions. Alors c'est pour ça que je pense qu'un des meilleurs candidats, ça doit être le bar M1918, vu qu'il dispose de 8 munitions. Donc vous pouvez vous permettre d'en dépenser une. Et le bar, sa particularité, c'est quand vous dépensez X munitions, vous gagnez plus X en force et vous infligez X dégâts. Donc par exemple, vous allez dépenser 3 munitions, ça vous fait une attaque à plus 3 en force et 3 dégâts. Vous utilisez indigestion de plomb, vous dépensez une 4e munition, vous piochez 2 jetons et vous ne risquez plus l'échec automatique sur votre attaque qui fait 3 dégâts. Si vous avez un deuxième exemplaire d'indigestion de plomb, vous pouvez le faire une deuxième fois, et normalement ça vous fait 2 attaques à 3 dégâts qui passent. Encore une fois, si vous êtes dans des conditions où seul l'échec automatique vous fait rater. Donc vous placez vos 2 attaques, 6 dégâts. Bon, moi c'est une carte que je n'ai encore jamais jouée, je trouve toujours d'autres choses à faire de mes points d'expérience. Voilà, je vais utiliser mes points d'expérience pour déjà mettre cette grosse arme à feu, dont je veux assurer les tirs. Je vais éventuellement utiliser des points d'expérience pour acheter la carte bien entretenue. Comme ça, une fois que mon arme n'a plus de munitions, je me débrouille pour la défausser. Elle revient dans ma main, je la repose. Mais voilà, indigestion de plomb, je pense qu'à des niveaux de difficulté élevés, c'est une très bonne option pour seulement 2 points d'expérience. Et évidemment, quand je dis une attaque qui fait beaucoup de dégâts, c'est soit une attaque avec une grosse arme, ça peut être aussi une attaque à laquelle vous avez consacré beaucoup de ressources, beaucoup de bonus. Par exemple, si vous utilisez, je crois que ça s'appelle trouver le point faible, celle de haut niveau qui fait passer la difficulté du test à 0, vous utilisez qui tout double, vous utilisez un coup vicieux, tout ça avec un tir de fusil de chasse, ça c'est le genre d'attaque, voilà, vous avez dépensé tellement de cartes pour une attaque, vous voulez pas rater cette attaque-là. Carte suivante, l'armure des Ardennes. C'est un soutien de niveau 5 qui coûte 4, qui a les traits objet, armure et relique, qui occupe un emplacement de corps, 4 points de vie, 0 points de santé mentale. Réaction, quand au moins un dégât est assigné à l'armure des Ardennes, inclinez-la, annulez un de ses dégâts. Alors ça coûte très cher en expérience. 4 ressources, ça passe encore, mais ça va permettre d'encaisser en tout sur la partie 8 dégâts, ce qui est quand même énorme. Alors, pour un gardien en solo, je pense pas qu'il y ait besoin de ça, en duo même ça devrait être bon. C'est plutôt, je pense, pour du multi. Pour du multi, vous avez besoin d'un tank.
Par contre, un tank qui peut mettre des cartes gardiens jusqu'au niveau 5. Éventuellement aussi, ça peut être intéressant pour Mark Harrigan. Voilà, chaque fois que vous mettez au moins un dégât sur l'armure des Ardennes, vous annulez un des dégâts. Et si vous en avez quand même mis un, donc si on avait au moins 2, après l'annulation, il en reste un qui est posé sur l'armure des Ardennes, ça fait piocher une carte Mark Harrigan. Et tous les dégâts que vous mettez sur l'armure des Ardennes, c'est autant de dégâts que vous pouvez lui mettre sur lui en utilisant la capacité de Sophie. Voilà, autre remarque, 2 icônes de force et 2 icônes de volonté. Si vous jouez bien équipé, si vous jouez bien préparé, ça vous fait un bonus de plus 2 en force ou plus 2 en volonté une fois par tour, grâce à l'effet de la carte bien préparée. Ce qui n'est pas négligeable. Alors le plus 2 en force dans un deck gardien, normalement vous avez pas mal de solutions. Le plus 2 en volonté, ça peut être le bienvenu en fonction des cartes traîtrises qui sortent. C'est une carte que je n'ai jamais utilisée. Dans un deck gardien standard, je dépense mes points d'expérience pour autre chose, et j'ai encore jamais testé en plein le principe du tank. Il faudrait que je joue à 3 ou 4 investigateurs, ce qui serait déjà lourd en lui-même. Ce qui serait jouer 3 ou 4 investigateurs en solo, ça fait beaucoup de choses à retenir. Et au final, par rapport à William Yorick et des cartes pas chères en survivant, je ne sais pas si ça serait très pertinent. Carte suivante et première carte chercheur, c'est la mémoire eidétique. C'est un événement de niveau 3 qui a le trait esprit, donc ça peut être joué par Calvin White. Jouer mémoire eidétique comme la copie conforme d'un événement perspicacité situé dans la pile de défausse de n'importe quel investigateur, y compris son coût en ressources. Retirer de la partie cet événement, retirer de la partie mémoire eidétique au lieu de la défausser. C'est génial, ça vous permet de jouer une fois de plus un événement perspicacité, et c'est au moment où vous jouez mémoire eidétique que vous décidez de quoi il s'agit. Et quand on regarde la liste des événements perspicacité, donc il y en a en gardien, il y en a en chercheur, truand et mystique, et la plupart en chercheur, on a quand même une très grande variété. On a interroger, qui permet de gagner des indices avec une action de discussion qui utilise la force, preuve pour gagner des indices, retarder l'inéluctable pour annuler des dégâts ou des horreurs, scène de crime pour des indices, soin d'urgence pour du soin. J'ai un plan pour du combat, c'est une carte qui est, du combat, plus vous avez d'indices, plus la carte est forte. Averti, barricade, donc des cartes qui sont, chercher des réponses, conseils, donc des cartes qui vont, pas mal de cartes qui vous font trouver des indices, des cartes qui vous font aussi du soin, qui font de la pioche, du gain de ressources avec élucider l'affaire. Donc des cartes qui apportent tout un tas de solutions différentes. Et là, quand vous jouez mémoire eidétique, vous dites, je regarde dans les défausses, est-ce que je préfère trouver un indice sans test, est-ce que je préfère gagner des ressources? Voilà, vous avisez. Donc je trouve que c'est une carte géniale qu'on a envie d'inclure, je pense, dans la majorité des decks chercheurs si on a 2 ou 3 paires d'événements perspicacité intéressants. Alors évidemment, ça sera à considérer fortement dans un deck Joe Diamond. Voilà, Joe Diamond, c'est un chercheur qui a la particularité de devoir, c'est pas un choix, c'est une obligation, de devoir inclure 10 événements perspicacité au minimum et de les mettre dans un deck à part. Et une fois par tour, vous allez révéler l'événement du dessus de ce deck perspicacité, et si vous le jouez depuis le deck perspicacité, vous le jouez avec une réduction de 2. Sinon, vous remélangez votre deck perspicacité. Donc 1, vous avez la certitude qu'il a plein de cartes perspicacité. Deuxièmement, comme vous êtes obligé de les mettre dans un deck à part et que chaque tour vous révélez une perspicacité de ce deck, vous allez très probablement mettre des cartes qui sont très polyvalentes. Par exemple, Croquis Absurde, normalement ça coûte 2, là c'est gratuit, vous piochez 3 cartes. Assez souvent, vous serez intéressé par l'option de piocher gratuitement 3 cartes. Donc voilà, Joe Diamond 1, il aura plein de cartes perspicacité et a priori il aura quand même des cartes très polyvalentes, donc n'importe quel moment vous piochez une carte
Mémoire eidétique, vous aurez dans votre défausse une perspicacité intéressante à jouer. Donc voilà, Mémoire eidétique, moi je trouve que c'est une carte géniale. Et évidemment, plus il y a de joueurs dans la partie et plus ces joueurs ont de cartes perspicacité dans leur deck, plus c'est intéressant. Vu que vous pouvez jouer, enfin vous pouvez copier une carte qui est dans n'importe quelle défausse. Carte suivante, retournez chaque pierre de niveau 5. Donc c'est un événement qui a un icône d'intelligence, un icône libre, ce qui est intéressant. Perspicacité, rapide à jouer lors de n'importe quelle fenêtre de joueur. Ça coûte 2, je ne sais pas si j'avais dit 2 ressources. Rapide à jouer lors de n'importe quelle fenêtre de joueur, action rapide. Choisissez un investigateur dans votre lieu. Cet investigateur cherche une carte dans son deck, la pioche et mélange son deck. Donc c'est un tuteur qui marche sur n'importe quel investigateur qui est dans votre lieu. Cet investigateur, il cherche dans tout son deck pour prendre la carte qu'il veut. L'effet est génial, maintenant ça coûte quand même 5 points d'expérience. Donc à moins que dans l'équipe il y ait quelqu'un qui joue un deck basé sur une carte, qui a à tout prix besoin de l'avoir, qui a vraiment besoin de chercher cette carte-là, je suis pas trop convaincu. D'autant plus que s'il a à tout prix besoin d'une carte qu'il n'obtient pas malgré le mulligan, il faut quand même que le chercheur, lui, il est en main retourner chaque pierre. Parce que c'est pas, comment dire, si vous l'avez pas en main, retourner chaque pierre, vous pouvez pas l'avoir. Et il n'y a pas de tuteur à événement perspicacité à ma connaissance pour le moment. Donc ça fait quand même beaucoup de points d'expérience, il faut vraiment être certain d'avoir la solution dans un deck pour dire je vais mettre une carte qui coûte 5 points d'expérience. Alors dans les commentaires, une remarque intéressante, on peut aller chercher une faiblesse. Et c'est vrai qu'il y a certaines faiblesses dont l'effet va être très variable, qui vont poser des problèmes très variables en fonction du moment où c'est pioché. Si la faiblesse c'est attacher ça au lieu le plus éloigné de vous et qu'à ce moment-là du scénario il n'y a qu'un lieu en jeu, vous l'attachez à votre lieu. Si c'est redresser un ennemi dans votre lieu, je dis n'importe quoi, je connais pas par cœur toutes les faiblesses, mais si c'est redresser un ennemi dans votre lieu, il vous attaque. S'il n'y a pas d'ennemi, c'est pas un problème. Si c'est une carte qui vous force à dépenser 2 actions et que vous êtes à un moment où vous avez largement assez d'actions pour faire ce que vous avez à faire, pareil, vous voudrez la jouer maintenant. Bon. Et c'est une carte perspicacité, ça peut être copié avec mémoire eidétique. Dans le pack, dans la boîte de base, la boîte de début de campagne, la route de Carcosa, il y avait le niveau 0, qui coûtait autant, qui n'avait qu'un icône libre, qui n'était pas rapide, et qui ne permettait de chercher que sur 6 cartes. Alors, rechercher sur 6 cartes, c'est un peu limite. Je trouve que 9 cartes, c'est quand même un bon nombre. Dernièrement, quand je jouais Roland Banks, j'avais du mal, malgré se préparer au pire, à trouver une machette sur 9 cartes, alors qu'en début de partie, ça représentait le tiers de mon deck. Donc 6 cartes, c'est un peu léger. Ça coûte 2 ressources, c'est une action. Pareil, je ne l'ai jamais utilisé. Carte suivante, première carte truand. Lobol pour Caron. C'est un soutien de niveau 1 qui a les traits objet relique, c'est un permanent, donc il commence en jeu. Il est exceptionnel, donc en fait il est de niveau 1 mais il coûte 2 points d'expérience. Quand vous recevez de l'expérience lors de la conclusion d'un scénario, si vous n'avez pas été vaincu lors de ce scénario, vous recevez 2 points d'expérience supplémentaires. Si vous avez été vaincu lors de ce scénario, vous êtes tué. Alors, la promesse de 2 points d'expérience supplémentaires par scénario, c'est tentant. Si vous jouez une campagne en 8 scénarios, vous arrivez au 8e scénario, vous avez eu 14 points d'expérience en plus. C'est beaucoup 14. Moi, dans ma dernière campagne, sur la route de Carcosa, je jouais en trio sur 6 scénarios, je crois que j'avais récolté 32 points d'expérience. Donc là, ça fait une petite moitié en plus. C'est loin d'être négligeable. Par contre, il faut s'assurer qu'on n'est pas vaincu, parce que là, si vous êtes vaincu, l'investigateur est tué et vous devez le remplacer. Donc cette carte-là, si vous la mettez dans votre deck... Ah pardon, j'ai dit une bêtise, comme ça coûte de l'expérience, on ne peut pas le mettre dans le deck dès le départ de la campagne, on pourra le mettre au plus tôt à la fin du premier scénario. Du coup, ça rapportera 12 points d'expérience, pas 14. Et je disais donc, oui, comme vous ne pouvez pas vous permettre d'être vaincu, vous allez devoir mettre dans votre deck des cartes pour éviter ça. Vous allez devoir mettre des cartes comme, par exemple, je fiche le camp. Bon, je résume, s'il y a
sur une carte une capacité d'abandon, vous jouez je fiche le camp et vous abandonnez. Donc si vous vous rendez compte que vous allez être vaincu, vous jouez je fiche le camp. Comme c'est un abandon, ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Même si normalement vous devez retraverser tout le terrain, là non, peu importe où vous êtes. S'il y a des ennemis au milieu, s'il y a, je sais pas moi, un attachement qui vous dit vous ne pouvez pas passer là avant d'avoir réussi tel test, non, vous moquez de tout ça. À partir du moment où il y a une carte scénario en jeu avec marqué abandon dessus, vous pouvez abandonner. Vous avez aussi la carte insaisissable de la boîte de base. Un événement rapide qui coûte 2, qui vous permet de vous désengager de chaque ennemi engagé avec vous et de vous déplacer vers un lieu révélé sans ennemis. Donc voilà, vous êtes engagé avec des ennemis, vous voulez aller quelque part pour abandonner, vous jouez insaisissable, vous arrivez dans ce lieu-là et vous utilisez la capacité d'abandon. Donc en fait, l'obol pour Caron, ça va vous permettre de gagner plus de points d'expérience, mais vous allez devoir dépenser des emplacements de votre deck pour avoir des cartes qui vont vous empêcher de mourir à cause de l'obol pour Caron. Moi j'ai testé une seule fois dans un deck Wendy basé sur plein d'événements pour faire la campagne La civilisation oubliée. Bon, j'ai plus les détails en tête, mais ça a raté, Wendy a été vaincue, elle est morte, et voilà, j'ai arrêté la campagne à ce moment-là. Alors, c'est peut-être une carte qui est plus intéressante pour les gens qui vraiment analysent en détail une campagne, qui préparent tout. Moi, malgré mes nombreuses parties, j'en suis pas là. Je suis pas du genre à analyser, à prévoir chaque carte. Tiens, il y a tel lieu, j'ai besoin de telle carte. Il y a tel ennemi, j'ai besoin de telle carte, etc. Mais éventuellement, vous construisez un deck pour faire une campagne que vous avez déjà faite. Vous allez vous dire, dans le scénario 1, est-ce que je peux abandonner, oui ou non? Dans le scénario 2, oui ou non, etc. Vous voyez, vous faites le bilan et vous dites, bon, est-ce que j'inclus l'obol de Caron ou pas? Et si je l'inclus, pour chaque scénario, dans chaque scénario, quelle sera la carte qui m'empêchera de me retrouver coincé avant d'avoir abandonné, si nécessaire. Donc j'aime beaucoup le principe de la carte, mais faut savoir ce qu'on fait vraiment. Carte suivante, la Lupara. C'est un soutien de niveau 3 qui coûte 3 ressources, qui occupe un emplacement de main. Sa lettrée objet, arme, arme à feu et illicite. Utilisation de munitions. Jouer le Lupara ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Action, dépenser une munition, combattre. Vous gagnez plus 1 en force et infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Si le Lupara est entré en jeu à ce tour, vous gagnez plus 1 en force supplémentaire et infligez plus 1 dégât supplémentaire pour cette attaque. Donc l'arme, si vous attaquez avec le tour où c'est entré en jeu, c'est du plus 3 force et plus 3 dégâts. C'est très bon. Par contre, il n'y a que 2 munitions, vous pourrez faire que 2 attaques. Le fait qu'il y ait besoin de le mettre en jeu le tour où on attaque, c'est pas trop gênant parce que jouer cette carte-là ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc pendant la phase de mid, vous avez pioché un ennemi, il est engagé avec vous, vous avez en main aucune arme, ou des armes pas assez puissantes, ou des armes qui sont déchargées, peu importe. Première action, Lupara, deuxième action, premier tir, troisième action, deuxième tir. Et si tout se passe bien, vous avez infligé 6 dégâts à votre ennemi. Bon, par contre, seulement 2 munitions. Donc il faudra pas compter que sur cette carte-là pour vaincre les ennemis. Il faudra peut-être utiliser cette carte-là dans un deck évasion. Vous dites, je m'évade tout le temps, sauf une ou 2 fois où j'ai besoin de combattre. Dans ce cas-là, j'ai Lupara. Ou alors il faudra avoir des cartes pour recharge en munitions. Sauf que contrebande, par exemple, c'est doubler les munitions, en rajouter 2, c'est pas intéressant pour le prix. Ou alors il faudra envisager le tour de passe-passe. Voilà, tour de passe-passe, c'est un événement qui coûte 1, qui est rapide. À jouer uniquement lors de votre tour, mettez en jeu un soutien objet de votre main à la fin de votre tour. Si ce soutien est toujours en jeu, renvoyez-le dans votre main. Donc, vous jouez tour de passe-passe, vous faites entrer le Lupara en jeu, vous faites vos 2 tirs. À la fin de votre tour, vous remontez le Lupara dans votre main, et le tour suivant, vous pourrez le rejouer. Ou plus tard, quand vous en aurez besoin. Voilà. Donc oui, moi c'est une carte, sur le principe j'aime beaucoup.
Mais ensuite, entre le nombre faible de munitions, le fait qu'il faut le poser au dernier moment, ça incite à faire des combos. Éventuellement, c'est peut-être plus intéressant dans un deck qui peut aussi inclure des cartes gardiens pour recharger en munitions. Par exemple, Schizotool, il peut avoir des cartes gardiens jusqu'au niveau 2, donc par exemple, il peut avoir l'aventurier. Il joue le loup-para, il fait 2 attaques, avec l'aventurier, il remet une munition et il fait une 3e attaque. A noter que si vous voulez faire plus d'attaques avec le loup-para lors du tour où c'est arrivé, vous pouvez le poser avec la carte receleur. Donc receleur vous dit quand vous jouez une carte illicite lors de votre tour, inclinez le receleur. La carte illicite gagne rapide. Si elle avait déjà rapide, réduisez de 1 son coût à la place. Donc là, le loup-para de base ne provoque pas d'attaque d'opportunité, mais ça prend quand même une action. Avec receleur, vous posez le loup-para, il vous reste 3 actions, vous faites 2 tirs, vous remettez une munition sur le loup-para avec par exemple l'aventurier, vous faites un 3e tir. Voilà, par exemple. Alors évidemment, si vous avez Léo De Luca, vous pourriez faire 4 tirs, si vous avez joué le loup-para comme action rapide. Mais dans ce cas, il faudra trouver autre chose pour mettre la 4e munition. Bref, loup-para, très bonne carte, mais ça peut absolument pas être l'arme principale du truand. Bon, encore une fois, moi les truands, je ne les joue jamais en combattant pur. Carte suivante, toujours en truand, Trompe la mort. C'est un événement de niveau 5 qui coûte 1, qui a les traits ruse et condamné, rapide à jouer quand vous devriez être vaincu. Désengagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous, défaussez toutes les cartes dans votre zone de menace, soignez 2 horreurs et 2 dégâts et déplacez-vous vers n'importe quel lieu révélé sans ennemi. Si c'est votre tour, il se termine, retirez Trompe la mort de la partie. Alors là, c'est la carte qui annule le fait d'être vaincu. Vous désengagez de chaque ennemi engagé avec vous, vous défaussez toutes les cartes dans la zone de menace. Bon, par exemple, toutes les traîtrises qui vous disent vous avez -1 à toutes vos caractéristiques, ou la première fois que vous faites tel type d'action, ça vous prend 2 actions, ou les faiblesses, ouais je pense, toutes les faiblesses qui vont vous dire par exemple utilisez 2 actions pour le défausser, à la fin de votre tour il se passe ça, vous défaussez tout. Vous soignez 2 horreurs et 2 dégâts, donc vous devriez être vaincu, c'est que vous êtes arrivé à 0 soit en santé mentale, donc vous repassez à 2, éventuellement vous repassez à beaucoup plus dans l'autre. Si mettons vous avez un investigateur qui a 7 et 7, et qui devrait se prendre sa 3e horreur et son 7e dégât, vous retirez 2 dégâts, vous retirez 2 horreurs, vous pouvez encore encaisser 1 dégât et 5 horreurs. Voilà. Vous déplacez vers n'importe quel lieu révélé sans ennemi, et vous savez que vous n'allez pas vous faire attaquer immédiatement. Sauf si dans un lieu connexe, il y a un chasseur. Voilà. Retirer Trompe la mort de la partie, bon ça sert qu'une fois par scénario. 5 points d'expérience pour ne pas être vaincu lors d'un scénario, je sais pas trop. Encore une fois, ça fait partie de toutes les cartes où on se dit, c'est une carte pour pallier un échec. Est-ce que je veux dépenser de l'expérience pour pallier des échecs, ou est-ce que je veux dépenser de l'expérience pour ne pas me retrouver en échec? Alors là, c'est plus de l'ordre de la préférence du joueur. Est-ce que vous pensez que vous devez avoir une carte pour pallier les situations catastrophiques? Alors cette carte-là, évidemment, ça peut servir à contrebalancer l'obol pour Caron. Vous n'avez pas réussi à échapper à vos ennemis, vous devriez être vaincu, et donc tué à cause de l'obol pour Caron. Vous jouez Trompe la mort, vous n'êtes pas vaincu, vous êtes dans un nouveau lieu. Ça vous donne un peu de répit, enfin dans un nouveau lieu, dans un autre lieu, mais qui avait déjà été révélé. Ça vous donne un peu de répit pour vous soigner, ou pour rejoindre l'endroit où vous devez abandonner, ou pour vous rééquiper, ou pour piocher des cartes, enfin voilà. Mais l'obol pour Caron, elle vous donne 2 points d'expérience en plus pour chaque scénario. Si vous en dépensez 5 pour ne pas être vaincu par l'obol pour Caron, si vous mettez à un moment donné Trompe la mort en 2 exemplaires, ça vous fait 10 expériences en tout, sur les 12 potentiels de l'obol. Donc je trouve que ça reste quand même très cher. Voilà, je ne l'ai jamais utilisé. Carte suivante, carte mystique. Vortex temporel, c'est un événement de niveau 2 qui coûte 1. Sort paradoxe, rapide.
à jouer immédiatement après qu'un investigateur dans votre lieu a terminé la résolution d'une action lors de son tour. Invalidez cette action. Remettez la partie dans l'état exact où elle se trouvait avant que l'action soit effectuée, y compris le coût de cette action. Ça, c'est vraiment la carte qui est prise de tête. Donc, un investigateur dans votre lieu, il a fini de résoudre une action. La résolution ne vous convient pas. Vous invalidez l'action, vous revenez avant. Il a dépensé une munition pour faire une attaque, et il a pioché un jeton qui dit, je sais pas, mettez une fatalité sur l'ennemi, ça peut faire avancer l'intrigue. Et bien vous annulez. Il reprend sa munition, le jeton KO n'a pas d'effet, et maintenant il peut recommencer son attaque s'il veut. Il peut retenter son attaque s'il veut. Vous... que je trouve un bon exemple. Vous jouez une carte qui vous fait piocher 3 cartes, vous piochez les 3 cartes, il y a une faiblesse dedans. Cette faiblesse ne vous convient pas, bah immédiatement vous annulez l'action, piochez 3 cartes. Donc ça peut être vraiment prise de tête parce que des fois une action ça va être quand même beaucoup de choses. Ça va être le gardien qui dit je fais une attaque, je dépense ma munition. Alors je vous avoue je connais pas forcément par cœur le timing exact des actions. Donc, mais bon en gros une action mettons de combat, il y a le fait de dépenser la munition, il y a le fait d'attribuer la compétence par le gardien qui fait l'action de combat, donc il va attribuer mettons coup vicieux. Si vous avez Mintifan, elle va décider de défausser une carte, elle va incliner Esprit Analytique pour piocher une carte, et là on pioche le jeton, non on invalide, donc Mine elle désincline Esprit Analytique, elle remet la carte sur le dessus de son deck, le gardien il reprend sa munition, et voilà. Alors oui, l'effet de la carte peut être très intéressant. Bah, c'est de l'annulation, hein. Les choses ne tournent pas comme vous le souhaitez, vous annulez. Pour seulement 2 XP, ça va, il y a des effets d'annulation. Enfin là, c'est de l'invalidation plus concrètement. C'est important pour Diana Stanley. Mais l'effet de dire, bon ben, je reviens en arrière, c'est comme si ça s'était pas passé. C'est très intéressant. Mais je pense que sur la table de jeu, moi, des fois, je me prendrai un peu la tête pour me dire, alors attends, comment est-ce que je peux remettre les choses dans l'état où elles étaient avant ? Parfaitement, sans rien oublier. D'ailleurs, bon, là je vous l'ai pas montré à l'image, mais il y a une longue FAQ. Ça doit être la plus longue que j'ai eu l'occasion de voir sur ce site. Carte suivante. Sceau du signe des anciens. C'est une compétence de niveau 5 qui a un icône libre. Ne révélez pas de pion KO de la réserve du chaos pour ce test. Traitez le pion KO révélé pour ce test comme étant un signe des anciens. Quand ce test se termine, retirez le sceau du signe des anciens de la partie. Alors, je dirais que cette compétence, il y a 3 effets. Déjà, vous donnez plus 1. Il y a un icône libre. Donc, vous donnez plus 1 à votre test. Ensuite, vous ne révélez pas de pion du chaos. Enfin, pardon, 4 composantes. Deuxième composante, vous ne révélez pas de pion du chaos, donc vous évitez tous les problèmes du genre, si vous révélez ce pion-là, vous avez un malus en plus d'avoir raté le test. Ou vous piochez un jeton, ça vous fait rater le test, et le jeton fait que comme vous avez raté le test, vous avez un autre malus. Troisième chose, comme vous piochez un signe des anciens, normalement ça vous fait réussir votre test. Signe des anciens, je les connais pas tous par cœur, il n'y en a aucun qui donne un malus, aucun qui a un modificateur négatif. Il y a du plus 1, il y a du plus... il y a du plus 0, il y a du plus 1, il y a plus X ou X dépend de tel ou tel truc. Normalement c'est réussi. Et enfin, 4e point, vous avez l'effet de votre signe des anciens. Donc cette carte-là, normalement, à peu près tout le temps, c'est une compétence qui vous dit réussissez ce test, vous bénéficiez de l'effet de votre signe des anciens. Donc évidemment, ça va servir pour les investigateurs qui ont un signe des anciens très puissant. Ça peut être le cas par exemple de Père Mathéo. Père Mathéo, son signe des anciens dit vous réussissez automatiquement. Donc lui, même s'il est très très en dessous de la difficulté, mettons il doit faire un test de... pas un test d'intelligence de... je dis n'importe quoi, un test d'intelligence de 6. Il part de base avec 3. La compétence lui donne plus 1, il est quand même à 2 en dessous. Ben, il s'en fout même s'il devait faire un... peu importe la difficulté du test, c'est réussi. Voilà. Et après avoir résolu le test, il a le choix entre piocher une carte et gagner une ressource ou effectuer une action supplémentaire à ce tour. Donc voilà, Père Mathéo, très
très fort signe des anciens. En plus de ça d'ailleurs, Père Mathéo, il commence une campagne avec 5 points d'expérience supplémentaires. Donc si vous le souhaitez, dans son deck de départ, vous pouvez lui mettre un exemplaire du sceau du signe des anciens. Voilà, carte suivante en survivant, le journal de niveau 2. Donc c'est un soutien qui coûte une ressource, 2 icônes d'intelligence, trait objet. Si vous ne possédez aucun indice, vous gagnez plus en intelligence tant que vous enquêtez. Réaction quand vous devriez découvrir au moins un indice dans votre lieu. Si vous ne possédez aucun indice, découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu. Ça occupe un emplacement de main. Je crois que je ne l'avais pas encore dit. Alors, tant que vous n'avez pas d'indice, vous avez plus en intelligence. Donc, ça vous facilite quand même bien l'enquête. Et quand vous devriez en découvrir un, si vous n'avez pas d'indice, vous en découvrez un en plus. Je pense que c'est une carte quand même essentiellement pour du solo. Parce que en multijoueur, les actes, ça va vous demander d'avoir 3 indices par investigateur ou 4 indices par investigateur. Donc, gagner 2 indices, ça ne va pas représenter grand-chose. Et assez rapidement, vous aurez un indice, vous ne bénéficierez plus du plus 1 d'intelligence. Tandis qu'en solo, si vous avez besoin de 3 indices par investigateur, ça vous demande que 3 indices. Du coup, vous avez plus 2 en intelligence pour trouver les 2 premiers indices, en partant du principe qu'il y a 2 indices dans un lieu. Ensuite, vous avez, vous boostez votre test, ou vous faites un test non boosté, puis vous utilisez, regardez ce que j'ai trouvé pour gagner 2 indices parce que vous avez raté peu votre enquête. Donc je pense que c'est une carte intéressante en solo si votre investigateur n'a pas une intelligence très importante. Alors, dans le pack L'Exprès du Comté des Sexes, on avait le niveau 0 qui coûtait le même prix, qui n'avait qu'un icône d'intelligence et qui donnait seulement plus 2 en intelligence tant qu'on n'avait pas d'indice. Autrement dit, on ne bénéficiait du plus 2 en intelligence que pour la découverte du premier indice. Donc niveau 0, très bof. Niveau 2, très intéressant en solo. Ça peut pas être l'unique moyen de trouver des indices, mais si à côté de ça vous avez quelques événements pour vous aider à trouver des indices, comme faire avec les moyens du bord, c'est quand même une carte qui va bien vous aider. Carte suivante, Querelle interne, c'est un événement de niveau 3 qui coûte 1, qui a 2 icônes d'intelligence et 2 icônes d'agilité. Ruse, rapide à jouer après le début de la phase des ennemis, annulez toutes les attaques effectuées contre vous par des ennemis non élites à cette phase. L'effet est intéressant. Vous annulez toutes les attaques faites contre vous par des ennemis non élites durant la phase, mais ça ne vous désengage pas. Donc c'est-à-dire que si vous êtes dans un lieu avec des ennemis engagés avec vous, ils vont vous attaquer. Ça vous permet d'annuler les attaques. Si dans un lieu connexe, il y a un chasseur non élite, vous jouez ça après le début de la phase des ennemis, l'ennemi chasseur entre dans votre lieu, vous engage, mais il ne vous attaque pas. Donc vous allez vous éviter des attaques, mais ça ne vous désengage pas. Il faudra quand même le tour suivant que vous trouviez un moyen soit de vaincre vos ennemis, soit de leur échapper. Et évidemment, si un ennemi élite, ça ne marche pas. Alors la carte a aussi l'avantage d'avoir 2 icônes d'intelligence et 2 icônes d'agilité, donc c'est une carte qui sera très intéressante pour booster les tests. Mais bon, pour 3 points d'expérience, ça serait dommage de l'utiliser que pour ça. Voilà, moi je trouve que ça fait cher. C'est trop cher pour une... Enfin, c'est pas vraiment une solution, ça aide, mais ça règle pas votre problème d'ennemi qui est engagé avec vous et qui, à un moment donné, vous attaquera. Dernière carte du pack, la clé 10. Carte neutre. C'est un soutien de niveau 5 qui coûte 3 ressources, qui a les traits objet et relique. Vous gagnez plus 1 à chacune de vos compétences pour chaque horreur sur la clé 10. Forcez quand n'importe quel nombre d'horreurs devrait être placé sur vous, placez une de ces horreurs sur la clé 10. Forcez quand la clé 10 quitte le jeu, défaussez les 10 cartes du dessus de votre deck. Et ça a 0 points de santé et 4 points de santé mentale. Ça occupe un emplacement d'accessoires. Alors il y a beaucoup de gens qui disent que cette carte est beaucoup trop forte. C'est vrai que si vous avez 3 horreurs dessus, elle vous donne plus 3 à chaque compétence. C'est énorme. Si vous jouez Jenny Barnes, qui de base est 3, 3, 3, 3, elle peut être 6, 6, 6, 6. C'est vrai que c'est énorme. Tout ce que ça demande à faire, c'est de bien gérer la répartition des horreurs.
Voilà, quand vous devriez placer des horreurs sur vous, vous en mettez une sur la clé 10. Donc à un moment donné, peut-être que vous prenez l'horreur de trop, ça vous oblige à défausser la clé 10. Sauf que des horreurs que vous devez placer sur vous, il n'y a que les horreurs directes. Si les horreurs ne sont pas directes, vous pouvez les placer sur un soutien. Donc au début de la partie, mettons que vous arrivez à mettre la clé 10 au premier tour, toutes les premières horreurs, vous mettez sur la clé 10, jusqu'à ce qu'il y ait 3 horreurs dessus. Ensuite, les autres horreurs, vous ne pouvez pas les mettre sur la clé 10 parce que ça vous ferait la défausser, vous ne pouvez pas les mettre sur vous parce que sinon ça irait sur la clé 10, vous devez les mettre sur un autre soutien. Donc il faut prévoir quelque chose à côté, il faut prévoir un précieux souvenir, il faut prévoir Peter Sylvestre, que je crois un bon exemple, il faut avoir un allié avec beaucoup de santé mentale, bon, tout simplement. Donc si vous pensez bien votre deck, c'est gérable, et vous avez un bonus de plus 3 dans chaque caractéristique. Donc c'est vrai que c'est très fort. Ça, dans la liste des tabous, je crois qu'ils lui ont rajouté exceptionnel, ce qui fait que si vous jouez les tabous, ça vous coûte 10 points d'expérience, ce qui est énorme. Mais voilà, non, c'est une carte moi que j'ai jamais jouée. C'est vrai que c'est très puissant, c'est neutre, donc ça entre dans tous les decks. Neutre niveau 5, je crois que tous les investigateurs peuvent prendre. Et oui, ça fait d'énormes bonus. Alors, quand ça quitte le jeu, on défausse les 10 cartes du dessus du deck. Bon, défausser les 10 cartes du dessus du deck, bon, c'est 10 cartes qu'on ne pourra pas piocher. Quand on aura besoin de remélanger sa défausse pour refaire son deck, on se prendra une horreur. Mais c'est pas cher payé. Voilà, dans les critiques, quelqu'un qui dit la meilleure carte du jeu depuis la sortie d'études supérieures. Voilà, si Ashkan Pete il joue avec Duke et Peter Sylvestre, ça lui donne 8, 7, 7, 7. Enfin, quand on utilise Duke. Si vous faites les combats avec Duke, les enquêtes avec Duke, oui, c'est vrai que ça vous fait des actions avec des valeurs de caractéristiques de 8, 7, 7, 7. Yorick pourrait rejouer la clé 10 si elle est défaussée. Et en plus de ça, pour Yorick, avoir plein de cartes dans sa défausse, ça peut être intéressant pour rejouer des cartes depuis la défausse. Bref. Donc c'est vrai que d'après ce que j'ai vu sur les forums, il y a des joueurs qui s'interdisent de la jouer, ou qui la jouent que la fois où ils jouent en mode difficile, ce qui considère que c'est beaucoup trop puissant en mode normal. Bon, c'était la dernière carte, alors on va faire un récapitulatif. Indigestion de plomb. Si vous avez une arme à feu puissante et que vous voulez pas gâcher une munition, notamment contre tout ennemi plus puissant que la moyenne, c'est très efficace. Plus le niveau de difficulté est élevé, plus ça s'avère intéressant. Il suffit simplement de s'assurer d'avoir assez de munitions sur une arme. Voilà. Mais bon, ça maintenant, il y a des cartes. Entre l'aventurier, munitions personnalisées, munitions supplémentaires, contrebande, planque de niveau 3, je crois. Vous avez largement de quoi mettre des munitions. Armure des Ardennes. Bon, ça coûte 4 ressources et 5 points d'expérience, mais ça encaisse 8 dégâts sur une partie. Je trouve que c'est beaucoup plus que nécessaire, sauf si vous jouez un tank dans une équipe à 3 ou 4 investigateurs. Ce tank, ça sera forcément un gardien, vu que c'est une carte de niveau 5. Enfin, vu les investigateurs qui existent pour le moment. Éventuellement, peut-être Mark Harrigan, comme ça l'intéresse toujours d'encaisser des dégâts pour piocher des cartes. Mémoire eidétique, la possibilité de rejouer de jouer la copie d'un événement perspicacité qui est dans n'importe quelle défausse, c'est extrêmement puissant. Il y a plein d'événements perspicacité, ils sont très variables, donc à partir du moment où vous en avez 2 ou 3 différents dans un deck, mémoire eidétique, pour moi c'est un ajout très important. Retournez chaque pierre de niveau 5, rapide, vous le jouez dans n'importe quelle fenêtre d'action rapide. Un investigateur dans votre lieu cherche une carte dans son deck, la pioche, remélange son deck, et comme c'est dans une fenêtre d'action rapide, éventuellement il utilise cette carte immédiatement. C'est très puissant, mais 5 points d'expérience, je trouve que ça fait cher. Il faudrait vraiment avoir un deck avec une carte indispensable pour que j'ai envie d'inclure retourner chaque pierre. L'obol pour Caron. Ça vous coûte 2 points d'expérience et à la fin de chaque scénario, si vous n'avez pas été vaincu, vous avez 2 points d'expérience de plus. Si vous avez été vaincu, vous êtes tué. Alors si vous êtes joueur, si vous êtes prêt à réserver 1 ou 2 emplacements dans votre deck un ou deux emplacements, c'est-à-dire 1 ou 2 cartes, chacune en 1 ou 2 exemplaires, pour éviter d'être vaincu, ça peut être très bon. À réserver pour les bons joueurs qui éventuellement connaissent déjà la campagne ou qui ont vraiment le goût du risque. Loup Para,
si vous utilisez ces 2 munitions le tour où vous l'avez joué, c'est quand même du combat à plus 3 en force et plus de dégâts. Mais c'est une arme secondaire, ou alors l'arme principale dans un deck qui considère que le combat est secondaire par rapport à l'évasion. Et ça va demander d'avoir quelques cartes autour pour la recharge en munitions, pour la remonter dans la main. Mais comme arme de truand, c'est très bon. Trompe la mort, 5 points d'expérience pour éviter d'être vaincu et se soigner en horreur en dégâts, se déplacer, défausser tout ce qu'il y a dans la zone de menace. L'effet est très bon, sauf que ça coûte 5 points d'expérience et ça nécessite d'être normalement vaincu. Et le mieux c'est essayer de ne pas être vaincu. D'utiliser les 5 points d'expérience, 5 points d'expérience, vous avez, je sais pas moi, la loupara, vous avez 2 fois jour de paye, 2 fois jour de paix plus une fois loupara, ça vous coûte 5 points d'expérience, ça vous fait 2 attaques puissantes, ça vous fait 2 fois du gain de 3, 4, 5 ressources selon le nombre d'actions faites. Donc plein de ressources à dépenser pour des brouillards, pour échapper aux ennemis. Alors éventuellement, si... Je pense, c'est comme low ball pour Caron, et d'ailleurs les deux se complètent bien. Si vous avez envie de jouer risqué, vous acceptez de prendre des dégâts et des horreurs, tout en vous disant, normalement au moment où je dois être vaincu, je joue trompe la mort. Comme ça, vous vous économisez peut-être des actions de combat ou des actions d'évasion. Vortex temporel, vous invalidez une action. Ça peut être extrêmement puissant. Vous faites une attaque, c'est raté, vous prenez la riposte, vous devriez être vaincu. Non, vous invalidez. Pour seulement 2 points d'expérience. C'est pas cher payé, mais j'avoue que l'idée de devoir rembobiner, ça me donne pas envie d'inclure la carte dans un de mes decks. Je reconnais qu'elle est bonne, mais c'est pas une carte que j'ai envie de jouer. Saut du signe des anciens, une compétence qui coûte 5 points d'expérience, qui déjà vous donne un +1, et qui au lieu de vous faire piocher un jeton du chaos, vous fait considérer que vous avez pioché le signe des anciens. Très bon quand vous avez un signe des anciens puissant, mais 5 points d'expérience. Ça sera réservé à une poignée de mystiques a priori. Je pense pas qu'il y ait des noms mystiques qui puissent l'utiliser. À réserver une poignée de mystiques qui peuvent vraiment tirer avantage du signe des anciens. Journal de niveau 2. Tant que vous n'avez pas d'indice plus en intelligence pour les enquêtes, quand vous devriez découvrir un indice, si vous n'en avez pas, un indice supplémentaire. C'est très bon pour un survivant en solo. Pour un survivant qui n'est pas en solo, ça sera pas efficace assez souvent. En solo, vous récupérez 2 indices, éventuellement vous en récupérez un 3e, ça y est, vous dépensez tout. De nouveau, vous avez votre bonus pour votre enquête, vous en trouvez 2, vous en prenez un 3e, un 4e, vous dépensez tout, etc. Querelle interne, vous annulez toutes les attaques effectuées contre vous par des ennemis non élites pendant toute une phase de combat, c'est bien, mais ça vous dépètre pas des ennemis. Donc c'est vraiment, ça vous empêche de trop subir pendant une phase des ennemis, mais ça vous sauve pas du tout la peau. Phase du mythe suivant, éventuellement vous piochez un autre ennemi, vous n'êtes pas sorti d'affaire du tout. Clé 10, c'est génial, pour beaucoup de gens c'est même beaucoup trop puissant. Potentiellement c'est +3 à chaque compétence pour 5 points d'expérience. Voilà, c'était tout pour ce pack. Alors cette fois-ci aussi j'ai essayé la méthode que j'ai essayé pour la première fois lors de la vidéo précédente, c'est-à-dire que là j'enregistre le son, j'ai fait des copies d'écran de toutes les cartes dont j'ai parlé, enfin quasiment toutes. Je ferai le collage après dans le logiciel KDE une fois que j'aurai nettoyé le son. Et puis deuxième remarque, c'est l'été, c'est le 24 juin, il fait chaud, les fenêtres sont ouvertes et il y a plein d'hirondelles dehors, j'espère encore une fois que le micro n'aura pas trop capté de bruit parasite. Je vous dis bonne journée, bonne soirée et à la prochaine. Au revoir.